Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour d'actu. On est lundi, une nouvelle semaine commence et il s'est passé beaucoup de choses durant cette nuit, durant ce week-end et on va en faire le point. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes dernières vidéos ces derniers jours, mais aussi ces dernières semaines globalement. J'en suis très satisfait et pour ça, je voulais vous en remercier. Merci beaucoup. Merci tergiversé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, la Xbox Series X est passée entre les mains de pas mal de youtubeurs ou encore des journalistes. Globalement, la dernière Xbox a donné vraiment une très bonne impression aux différentes personnes qui ont donc eu la chance de pouvoir jouer avec. Mais de l'autre côté de la planète, au Japon, il se passe exactement la même chose, mais pas avec la Xbox, avec la PlayStation 5. De nombreux youtubeurs ont eu l'occasion également de pouvoir prendre en main la future console de Sony qui sera commercialisée là d'ici à peu près un mois. Bon là en l'occurrence, l'environnement de test n'est pas le même, ils n'ont pas pu prendre la console, la ramener chez eux pour tranquillement la prendre en main, la tester, la passer au crible. Là c'est un environnement un peu plus contrôlé parce qu'ils ont dû se déplacer directement dans les locaux de Sony. Donc bon, ils avaient un petit peu un flingue sur la tempe, quoi, si on peut voir ça comme ça. Les testeurs ont eu l'occasion de mettre la main principalement sur deux jeux, Godfall et Astro's Playroom. Ça permet notamment d'avoir un aperçu complet des prouesses de la manette DualSense qui est vraiment mis à rude épreuve dans Astro's Playroom en tout cas. D'ailleurs, ce jeu sera offert gratuitement avec la console lorsqu'elle sera mise à disposition. Ce que nous pouvons également regretter, c'est qu'on n'a absolument aucun aperçu du système d'exploitation qui anime la PS5. Dans tous les cas, qu'est-ce que notent les différents testeurs qui ont donc pu passer quelques minutes, quelques heures avec cette console? Ce qu'on peut noter, c'est par exemple des temps de chargement extrêmement courts grâce à l'emploi du SSD, qui est donc une des nouveautés introduites sur les consoles next-gen. Ce qui était donc un des points forts attendus sur les nouvelles consoles et on peut le voir donc, c'est le cas sur la PlayStation 5. Visiblement, la nouvelle manette DualSense a fait également forte impression auprès des testeurs qui notent un système de vibration largement amélioré sur cette console. Les différents testeurs constatent également que la console est très silencieuse, même lorsqu'elle est extrêmement sollicitée pendant les jeux. Je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas des différents retours qu'il y a pu y avoir entre la Xbox Series X ou encore la PlayStation 5. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que vous avez déjà précommandé l'une ou l'autre console? N'hésitez pas à me faire part de votre avis à ce sujet-là dans les commentaires. Continuons à présent avec OnePlus qui, vous le savez, a amorcé une campagne de teasing assez intensive sur les réseaux sociaux pour justement préparer l'arrivée de son prochain téléphone haut de gamme, le OnePlus 8T. La semaine dernière, je vous avais d'ailleurs parlé d'un monde en réalité virtuelle pour justement préparer tout doucement l'arrivée de ce nouveau smartphone qui sera présenté à l'occasion d'une conférence le 14 octobre. Cette fois-ci, il est question du capteur photo à selfie qui, on le sait, devrait être de 32 mégapixels contre 16 mégapixels pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Le OnePlus 8T, à l'inverse du OnePlus Nord, arrivera avec également un seul capteur à selfie qui sera donc de 32 mégapixels. Un point qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un capteur photo grand angle, donc qui permettra de faire des photos de groupe. On imagine également qu'il y aura quand même une fonction pour faire des photos, on va dire, un peu plus classiques, plus rapprochées, comme on peut notamment le voir sur certains smartphones de Samsung, qui permettent justement de basculer entre un mode classique et un mode grand angle assez facilement. Dans tous les cas, on sera rapidement fixé, puisque comme je l'ai dit avant, le smartphone sera présenté là très bientôt, le 14 octobre. Il est intéressant de voir qu'également chez OnePlus, ils ont choisi la même approche, plutôt que de mettre deux capteurs à selfie, un classique et un grand angle, qui détériore un petit peu le design, parce que du coup, on a deux capteurs à selfie sur la façade du smartphone, donc également deux poinçons, casse un petit peu l'affichage borderless, et je trouve plutôt intéressant de ne conserver qu'un seul capteur grand angle, plutôt que d'en mettre deux. On reste toujours du côté de chez BBK, mais cette fois-ci, on va chez Oppo, qui a breveté à son tour un smartphone pliable, dont on a également quelques rendus grâce au site Let's Go Digital. Vous le savez, de plus en plus de constructeurs de smartphones cherchent à concevoir leur propre smartphone pliable. Samsung est d'ailleurs très en avance sur le sujet. Pour le moment, seules 4 entreprises commercialisent d'ailleurs des smartphones pliables. Je peux citer Samsung, Huawei, Motorola ou encore Royol. Il y a de plus en plus de demandes de brevets à gauche et à droite. Même Apple songe à lancer son propre iPhone pliable. Alors pourquoi pas Oppo?
Donc là par exemple on peut voir un smartphone à écran unique qui se déplie un petit peu à la manière d'un smartphone à clapet. Donc visiblement ici avec cette approche on aurait uniquement donc droit à un mode tablette, donc un smartphone avec un grand écran plutôt qu'un mode smartphone ou un mode tablette comme on peut l'avoir par exemple avec le Galaxy Fold 2. Le brevet d'Oppo se rapproche plus d'un mode flex comme le Galaxy Z Flip que d'un Galaxy Fold 2. Par ailleurs, chose intéressante dans le brevet qu'a déposé Oppo, le document mentionne que la charnière qui équipe donc ce smartphone pliable permettrait une expérience d'affichage sans aucun pli, ce qui est quand même une affirmation que je trouve plutôt audacieuse. Enfin bref, vous savez ce que c'est, un brevet est un brevet et il n'est pas sûr qu'Oppo s'en serve. Enfin bref, affaire à suivre. On va à présent partir du côté de chez Xiaomi et en parlant tout d'abord de la filiale Poco qui s'apprête à lancer un nouveau smartphone plutôt orienté entrée de gamme, le Poco C3. Alors qu'est-ce qu'on sait au sujet de ce smartphone? Tout d'abord qu'il fera ses débuts en Inde demain, donc le 6 octobre, lors d'une présentation officielle. Il est possible que ce Poco C3 soit tout simplement un Redmi 9C renommé. Dans tous les cas, si c'est effectivement un Redmi 9C renommé, le smartphone bénéficie lui d'un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une encoche goutte d'eau. L'écran affiche 1600 par 720 pixels et on y retrouve également, donc toujours sur le Redmi 9C, un Mediatek Helio G35. Le smartphone est également propulsé par MIUI version 12. Côté photo, on y retrouve à l'avant un capteur photo de 5 mégapixels, à l'arrière, comme je disais, donc un triple capteur photo dont le principal est de 13 mégapixels. Les deux autres se contentent de 2 mégapixels, il y en a un dédié à la macro et l'autre à la profondeur de champ. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!